Bonjour à tous et à toutes, ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. En ce vendredi 19 novembre 2021, je suis très heureux d'avoir avec nous Jérôme Duprat, qui évidemment plusieurs connaissent comme bassiste des Cowboys fringants, mais qui est aussi connu comme un chercheur, on peut dire émérite. J'interviewais dernièrement euh, le conservateur du Jardin botanique, Michel Labrec, avec qui vous travaillez, Jérôme. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir l'année dernière à écouter votre présentation faite pour l'Association des architectes en pratique privée sur la part des infrastructures naturelles dans le développement des collectivités. Et je pense que ce serait bien de faire un retour là-dessus dans le cadre de qu'est-ce qu'on fait après la COP 26, la 26e conférence de l'ONU sur les changements climatiques. Mais d'abord, j'aimerais vous demander comment vous vous ressentez, comme beaucoup de gens. Est-ce que c'est de la frustration qu'on ressent ces temps-ci? Oui, évidemment, on aurait aimé une finalité plus heureuse de la COP26 avec un engagement plus marqué des États-nations. Par contre, comme dans toutes ces rencontres-là, on voit bien qu'il y a des enjeux géopolitiques très, très importants avec la présence ou l'absence de certains pays, des agendas internes qui sont mis de l'avant. Donc, je pense qu'en comprenant aussi ces paramètres-là, on peut avoir un peu de perspective et de mesurer nos attentes par rapport à ces grandes rencontres. Donc, je suis évidemment déçu de la conclusion, mais lorsque je vois les dirigeants canadiens et québécois revenir au pays en étant galvanisés, en regardant quelles sont les prochaines années et l'engagement climatique du Québec et du Canada, mais je me réjouis un peu davantage. Oui, espérons qu'on aura à nouveau 1 million ou 2 de personnes dans la rue pour les brasser un peu. Mon frère Paul Fauteux est l'ancien directeur du Bureau des changements climatiques d'Environnement Canada. Je discutais beaucoup avec lui dernièrement, évidemment, puis il me disait que souvent, l'industrie, le gouvernement, beaucoup de gens vont culpabiliser les citoyens. J'ai une petite présentation, j'ai repris certaines de vos diapos, mais ici, l'autre jour, il y avait un article là, que je suis en train de traduire de Tree Hugger, où on recommande évidemment toujours aux gens, vous voyez bien les diapos, hein? Vous voyez Oui. le partage d'écran, oui. Alors, ici, c'est le projet Drawdown qui recommande aux gens quelles sont les mesures les plus efficaces, comme réduire le gaspillage alimentaire. J'ai été surpris de voir que c'était au premier rang. Et puis, manger plus de légumes, etc., moins de viande. Sauf que dernièrement, Paul disait qu'en fait, c'est fausser les choses que de penser que c'est les citoyens à eux seuls, en modifiant leur, leurs habitudes, et même Normand Mousseau de Polytechnique a dirigé notre commission nationale, provinciale sur les enjeux énergétiques, la transition, qui disait le citoyen a seulement peut-être un quart de l'impact sur les changements climatiques. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que vous dites aux citoyens, justement? Est-ce que c'est plus des pressions politiques, mais ça ne veut pas nous dédouaner d'agir individuellement, évidemment. Il n'y a pas de recette miracle pour lutter contre les changements climatiques, la perte de biodiversité. Ce sont des problèmes complexes qui sont interreliés et donc les solutions sont multiples. Il y a évidemment le rôle de tout un chacun, mais il y a aussi un rôle de l'industrie, il y a le rôle du politique et tout ça ensemble fait en sorte qu'on pourrait envisager des solutions durables. Donc, je pense que chaque personne qui est engagée dans la question environnementale se doit de faire un peu un examen de conscience, un diagnostic sur ses habitudes et voir dans quelle partie de notre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer la chose. Et pour moi, c'est un petit peu l'idée derrière le pacte pour la transition qui a été
qui a bien vécu sa vie pendant 2 ans, ben, Mhm. c'était l'idée de justement de poser des actions à notre échelle, mais aussi de demander une contrepartie de la part des décideurs. On voit la même chose s'organiser au niveau des pratiques privées, des entreprises qui sont des citoyens corporatifs, hein, certains ont des agendas de durabilité qui sont assez audacieux. Donc, je pense qu'il faut avoir une contribution de toutes les parts pour pouvoir se frotter à ces situations qui sont très urgentes à l'heure actuelle. Mhm. C'est certain que, comme dirait Laure Varidel, acheter, c'est voter. Ça envoie un signal aux industries et au gouvernement qui vont manquer le bateau, en fait, s'ils ne s'adaptent pas. Je dois saluer d'ailleurs le travail de la Fondation des Cowboys fringants, entre autres avec les gens du Jour de la Terre, dont on est déjà rendu à 3/4 million d'arbres plantés. C'est vraiment significatif. La Fondation est moins active ces temps-ci. Vous manquez de temps, j'imagine? Non, en fait, c'est que notre fondation, c'est un peu le véhicule qui accompagne le groupe lorsqu'on prend la route et puis qu'on fait des tournées parce que c'est 1 dollar sur chaque billet vendu qui est remis à la fondation pour nous permettre de faire des projets. Alors, évidemment, on a eu 2 années bien difficiles où les tournées ont été suspendues, les concerts reportés. Donc, ça a amené un petit peu moins d'eau au moulin pour la fondation et la construction de projets. Et là, on a recommencé les tournées à la fin octobre, donc je pense qu'on pourra redémarrer nos projets aussi, mais je pense que dans une perspective aussi de philanthropie, hein, toutes les fondations ont mis un peu sur pause leurs agendas dans d'autres causes que celles de la crise sanitaire. Donc, nous aussi, on a essayé de mettre l'épaule à la roue à notre façon pendant cette période-là. Et donc, en période un peu de sortie de crise, on envisage justement un retour à nos projets environnementaux. Ben, ça me fera plaisir de parler du travail de la Fondation. Et puis, évidemment, à Sainte-Agathe, on avait été chanceux dans les Laurentides de vous voir aux Patriotes il y a plusieurs années. J'ai rarement vu un spectacle où tout le monde était debout toute la soirée. Je pense que c'est une première pour moi qui voit des shows rock, entre autres, depuis 30 ans. Pour revenir un peu sur votre présentation d'il y a un an pour la APQ, ce qui m'avait frappé, ben, peut-être pour définir un peu votre spécialité, vous, c'est vraiment les services que la nature nous rend, hein. C'est vraiment intéressant. C'est malheureux qu'on doit mettre des dollars sur les services rendus par la nature. Les gens ne prennent pas conscience à quel point l'environnement n'est pas vraiment une menace pour les emplois, hein. On peut concilier les deux, la protection de l'environnement, évidemment, et des emplois. Oui, mais moi, mon champ de recherche, c'est l'économie écologique. Et c'est vraiment l'idée d'intégrer nos systèmes économiques dans des perspectives de justice sociale et des respects de capacité de la biosphère. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr que ça nous amène à reconsidérer certaines pratiques, les pratiques de certains secteurs. Je prends notamment comme exemple au niveau de nos pratiques énergétiques. Au Québec, on a la chance d'avoir un secteur d'hydroélectricité très, très fort, mais le Canada reste quand même un producteur et un fort consommateur d'énergie fossile. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle des pratiques qui sont dirigées dans ce secteur-là, bien, il va falloir faire une transition qui est très, très rapide parce qu'on n'est pas en train de respecter ces capacités de la biosphère dans la perspective des changements climatiques. Donc, l'économie écologique, c'est de voir comment créer du développement économique, de la croissance, mais pas une croissance qui est désincarnée et qui est loin du respect des individus, des collectivités et de la nature. Donc, dans ce cas-là, pour revenir à votre question, mais lorsqu'on est amené à réfléchir à des pratiques, à des outils, il faut être conscient de ce qui nous entoure. Et le concept de service écosystémique, des bénéfices de la nature, bien, ça nous permet d'avoir un meilleur regard sur les impacts de nos pratiques. Donc, lorsqu'on va construire une route, créer un nouveau quartier, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas des impacts sur la nature et il n'y a pas un effet rebond aussi sur nos collectivités. Et c'est en créant un peu ces indicateurs-là qu'on est capable de prendre des décisions plus éclairées. On va y revenir dans le détail, mais je voulais montrer votre diapo qui venait des États-Unis, du National Climatic Data Center. Ben, je vous laisse expliquer un peu. Il y a encore des gens qui ne croient pas que nos émissions de gaz à effet de serre influent sur le climat. Des gens, il y avait même le Journal Vert, le rédacteur en chef, l'éditeur, qui disait ben non, c'est le soleil qui réchauffe
la planète qui hausse les températures? Oui, bien, la température ressentie à la surface du globe, il y a plusieurs phénomènes, processus qui l'expliquent, hein, la distance Terre-Soleil, l'axe de rotation de la Terre, mais le principal déterminant, c'est vraiment la quantité de gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère. Donc, on peut le voir sur ce graphique où on a en haut la concentration de gaz carbonique qui est le principal gaz à effet de serre dans l'atmosphère sur une période de 800 000 ans et avec la température qu'on pouvait ressentir à la surface du globe. Donc, on voit que la corrélation est très, très forte. Là, quand on a plus de gaz à effet de serre, bien, la température est plus chaude. Moi, j'utilise ce graphique-là dans mes conférences parce que ça montre, dans le fond, que sur cette période-là, on a évolué dans une fourchette entre 180 et 300 particules par million de gaz carbonique dans l'atmosphère avec les variations de température qui ont pu être assez importantes, hein, qui ont causé des épisodes de glaciation. Il y avait 2 kilomètres de glace au-dessus de nos têtes il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, on a vraiment explosé cette fourchette historique. Là, on a dépassé le cap des 400 particules par million en 2017. On envisage que d'ici la fin du siècle, on sera peut-être à 600 particules par million, dépendamment des scénarios d'émission. Donc, c'est certain que si on continue à tracer la courbe de la température ressentie à la surface, eh bien, on est vraiment dans un profil haussier, là, et c'est ce qui est discuté dans les grandes rencontres internationales, les accords de Paris et Glasgow, où on s'est engagé à tenter de rester sous la barre du réchauffement de 1,5 degrés Celsius. Eh bien, c'est cet effet-là là, de ce qu'on relâche dans l'atmosphère et qu'est-ce qu'on ressent à la surface du globe comme température. Je suis en train de lire le dernier livre de Boucard-Diouf sur nos microbes. C'est un peu la pointe de l'iceberg, la COVID et nos microbes. La base même des changements climatiques, c'est l'effondrement de la biodiversité, n'est-ce pas? Oui, bien, ce sont les deux grandes crises actuelles qui sont fortement interreliées, hein, les changements climatiques et la crise de la biodiversité. Il y a deux conventions onusiennes qui essaient de juguler cette problématique. Et bon, on voit à l'écran, là, c'est là aussi une capture d'écran de la conférence de l'année dernière, mais c'est un peu un parallèle qui est boiteux à bien des égards, mais en même temps qui illustre le fait que qu'est-ce qu'on vit dans des crises, que ce soit la crise de la pandémie de COVID-19, celle dans laquelle on a vraiment les deux pieds dedans des changements climatiques et de leurs effets, et celle qu'on pourra envisager là, à la fin du siècle dans ses impacts sur l'être humain de la biodiversité. C'est que des crises nous montrent qu'il y a des inégalités sociales, il y a des gens qui ont moins de chance. On l'a vu avec la pandémie, bien, il y a des gens qui ont eu moins de ressources, qui ont été en première ligne, qui ont subi les effets. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait qu'il y a des tensions plus marquées, la société est polarisée. Donc, si on peut faire un parallèle entre ces trois crises-là, c'est que justement, ces inégalités, ces tensions sociales-là seront mises de l'avant, malheureusement, là, avec ce qu'on voit actuellement. C'est une perspective qu'on peut envisager là, avec les effets des changements climatiques à l'échelle internationale, mais aussi nationale dans les prochaines décennies, et également au niveau de la crise de la biodiversité. Pourtant, ça peut sembler très loin des préoccupations des gens, la perte de biodiversité. Par contre, je peux mentionner en Colombie-Britannique ce qui se passe avec les feux suivis par les inondations. C'est vraiment en raison du fait qu'on bétonne de plus en plus, on pave et on élimine la nature. Qu'est-ce qui est arrivé en 2020 ici? C'est un point de C'est une étude bascule qui a été mondial. publiée au début de l'année 2020 qui montrait que dans le fond, l'ensemble des produits plastiques que l'on a produits est maintenant le poids est 2 fois plus important que l'ensemble des animaux qu'on retrouve sur Terre. Puis le poids de nos infrastructures bâties, hein, les routes, les bâtiments, etc., mais c'est 20 c'est un poids 20 plus élevé que l'ensemble de la biomasse naturelle. Donc là encore, c'est une image, mais c'est une image qui vaut vraiment 1000 mots parce que ça montre à quel point on a un impact, on a une empreinte forte sur la planète. C'est sûr qu'au Québec et dans plusieurs régions, on est entouré de nature, hein. On a l'impression d'une grande force naturelle. On a un sentiment un peu peut-être d'infinité de cette nature-là.
Mais il faut voir que dans le phénomène des changements globaux, les changements globaux, ce sont les changements climatiques, la crise de la biodiversité, la surexploitation des ressources, etc. Eh bien, même cette nature-là qui n'est pas ou peu habitée, bien, va être quand même soumise à ces phénomènes-là. Les changements climatiques vont affecter toutes les forêts du monde. Les transformations de la biodiversité se répercuteront dans l'ensemble des écosystèmes. Donc, c'est vraiment le problème de tous un chacun. Oui, comme dirait mon frère Paul, on partage la même atmosphère. Souvent, on va être découragé si les Australiens continuent d'exploiter le charbon et évidemment les Chinois qui continuent à construire des centrales thermiques et les Américains et autres. Est-ce que nos actions sont des coups d'épée dans l'eau? Ce n'est pas vraiment le cas si on pense, ne serait-ce qu'à l'échelle locale au Québec. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, ici, le Grand Montréal? 3% d'intact seulement. Oui, ben en fait, cette Territoire. question-là, c'est un argument qui revient souvent de la part des détracteurs de l'action climatique, c'est on a une goutte d'eau dans l'océan Ouais. du problème, puis qu'on fasse quoi que ce soit, ça ne changera rien. Ben, à ça, je pense qu'il y a deux perspectives à donner. D'abord, il y a une perspective historique hein, dans laquelle, puis ça, c'est le concept de responsabilité historique, de dette carbone, où nous, on a pu se développer en utilisant des ressources fossiles. Et on a, c'est ça, cette dette historique, la responsabilité climatique du Canada, du Québec, elle est très, très importante. Hein. On est le pays au Canada où on a plus contribué à la Par dynamique des habitant, changements climatiques par habitant. Donc, juste à là cause de cette, l'exploitation du carbone, du gaz. exactement. Donc, Ouais. il y a un examen de conscience à faire qui nous dirait, ben, justement, ceux qui aujourd'hui sont en toute légitimité de vouloir se développer, des pays sous-développés ou en voie de développement, ben, c'est notre responsabilité de les accompagner pour accélérer la transition énergétique et accélérer la transition écologique. Deuxième point, eh bien, c'est faut toujours essayer de se comparer à mieux que soi. Donc, je pense qu'il y a un effet de leadership aussi international que le Québec et le Canada peut jouer. C'est un bon élément qu'on peut retirer de Glasgow, c'est quand même ça. C'est le retour du Canada quand même sur la scène internationale avec des engagements financiers marqués. La même chose pour le Québec qui a un programme d'action pour les changements climatiques à l'échelle internationale. Donc, c'est de la diplomatie climatique qu'on peut faire. On peut avoir notre influence sur la scène internationale, même si on est un plus petit joueur comparé à d'autres. Donc, je pense que ces deux éléments-là sont des arguments très, très forts pour nous encourager à en faire plus et non pas se décourager par rapport à notre poids relativement faible dans les émissions globales de gaz à effet de serre. Et ce que vous montrez ici, là, c'est dans le fond, c'est l'état de notre territoire. Puis quand je disais que les crises de la biodiversité et des changements climatiques sont intimement liées, mais ça nous amène à vouloir réduire, compenser nos gaz à effet de serre. Et de l'autre côté, mais il faut aussi faut prendre action dans les questions de biodiversité. La première donne à ça, c'est de protéger notre territoire. Donc, on a réussi à protéger 17 du territoire du Québec, mais malheureusement, dans le sud de la province, on est Ouais. encore, c'est sous-pondéré là, par rapport au territoire. Donc, il y a vraiment une stratégie de protection du territoire qui doit être mise en place. Malheureusement, elles ne sont pas encore assez ambitieuses, là, ces perspectives qu'on a actuellement. Non. Et pour les décideurs, comme les citoyens, ici, on a des bons exemples. C'est souvent de la monoculture qu'on va faire quand on plante des arbres au Québec. Oui, dans les forêts commerciales, seul l'est, mais on peut se mettre aussi dans le cas des forêts habitées ou nos forêts urbaines où on a eu le réflexe là, dans les dernières décennies de planter un certain nombre d'arbres assez restreint. Euh, Dans le climat qu'on a, là, il y a jusqu'à 300 espèces indigènes ou horticoles qu'on peut planter, une centaine d'espèces indigènes. On retrouve habituellement dans les forêts urbaines là, trois types d'arbres, les érables argentés de Norvège et les frênes, qui représentent des fois jusqu'à 50 des forêts. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça amène des paysages qui sont très peu diversifiés. Quand je dis paysage, ce n'est pas seulement dans les caractéristiques esthétiques, mais c'est dans l'approche d'un territoire qui est beaucoup moins résilient par rapport à diverses formes de pression. Et le cas le plus probant, eh bien, c'est celui du frêne, hein, où on La a, grille. ouais, il y a quelques décennies, il y a eu la maladie hollandaise de l'orme qui est apparue
ici en Amérique du Nord et ça fait disparaître la plupart des ordres, mais on les a remplacés par des frênes. Donc, on a remplacé une espèce qui avait une maladie par une autre espèce et aujourd'hui, les attaquer par un insecte. Donc, je pense qu'il faut, s'il y a une occasion à saisir ici, c'est de dire, bien, dépendamment des villes du Québec, on a 10, 15, 20 de la forêt urbaine composée de frênes, bien, ça donne une opportunité ici pour augmenter la diversité. Mhm. Donc, il faut axer sur les premières espèces, là, comme le pin rouge, épinette, cèdre, qui vont être plus tolérants. Les bouleaux aussi. Bon, je vais se rentrer dans trop de technicalités, mais c'est ce Mhm. qu'on recherche quand on veut avoir une forêt équilibrée, c'est non seulement une diversité d'espèces, mais c'est aussi une diversité fonctionnelle. Donc, on rassemble les arbres dans des familles qui ont des traits fonctionnels assez similaires. Et c'est ce qu'on veut, dans le fond, c'est de pouvoir planter une composition là, de familles bien diversifiées. Donc, on pourrait dire qu'on plante 10 espèces, mais si ces 10 espèces-là sont dans la même famille, ben, on n'a pas diversifié nos fonctions et donc nos capacités de réponse à différents facteurs de pression. Mhm. Euh, donc, si on parle un peu des services fournis par la nature au Québec, est-ce que ce serait justement la gestion de l'eau qui est peut-être la plus critique au niveau des changements climatiques? Ben, en fait, on est critiquement interdépendant de la nature. Donc, l'idée des Nous services sommes la nature, écosystémiques. dirait David Suzuki. Voilà, donc l'idée du service ou de ces concepts-là, c'est d'aider à prendre une décision. Donc, lorsqu'on est dans ce cas-ci, on pourrait être, par exemple, à l'échelle d'une ville qui veut se doter d'un plan de l'arbre. Ben, on peut, ici, avec nos outils, venir modéliser les effets de différents scénarios de plantation pour savoir quelle direction on donne à notre forêt urbaine. Est-ce qu'elle aura plus de potentiel pour séquestrer du carbone, pour diminuer des surverses d'égouts, etc. Donc, je pense qu'au niveau national, il y a d'autres systèmes de valeurs qui nous permettent de reconnaître l'importance de la nature, qui sont d'ailleurs enchâssés dans des lois, comme la loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, comme société, c'est là aussi le devoir symboliquement, mais aussi légalement, de reconnaître l'importance de la nature. Et ensuite, en effet cascade, il y aura nos réponses dans des politiques, dans des programmes, dans des activités qu'on va mettre en place. Mhm. Mais pour revenir à ma question, Michel Labrec du Jardin botanique me disait qu'au niveau de la pollution urbaine, on ne pourra jamais planter assez d'arbres si on continue à avoir des véhicules à essence, par exemple, et au diesel, des camions et autres sur les routes. Oui, ben en fait, ça, c'est tout le discours sur les solutions des grandes crises environnementales. Il faut d'abord réduire nos impacts. Donc, il y a beaucoup d'éco-blanchiment qui se fait avec des discours sur la compensation. Donc, Oui, on peut continuer à prendre l'avion sans problème si on compense nos effets en achetant oui. quelques arbres. Mais ça, c'est un discours qui est très contre-productif dans la mise en œuvre de solutions parce que notre réel défi, c'est de changer nos habitudes. Donc, c'est de réduire notre consommation d'énergie fossile, c'est de décarboner nos économies, c'est de limiter nos impacts sur notre territoire. Et ça, c'est un gros défi parce que la compensation, c'est relativement facile. On a qu'à mettre quelques billets puis à sélectionner des solutions compensatoires. Lorsqu'on vient jouer vraiment sur les demandes fondamentales pour des biens ou encore des activités qui nous sont parfois chères, bien, c'est là qu'il y a le réel défi à la fois pour l'individu, pour une collectivité ou pour un gouvernement qui voudrait légiférer en ce sens-là. Donc, effectivement, là, pour revenir à la question de la pollution aérienne, de la qualité de l'air, ben, on est dans ce profil-là. Là. Il faut diminuer notre dépendance à l'automobile, il faut électrifier nos transports et non pas essayer de planter le plus d'arbres pour aller séquestrer les polluants qui sont dans l'atmosphère. Là, la compensation, puis cet effet-là, il doit accompagner une réduction massive de l'utilisation d'énergie fossile ou Ouais. d'autres pratiques qui sont trop impactantes. Moi, j'aimerais bien quand même que la compensation carbone devienne obligatoire pour tous. Ça serait déjà un pas dans la bonne direction. Un autre livre que je lis en ce moment qui est vraiment excellent, du point de vue philosophique, est-ce qu'on ne devrait pas justement changer complètement
nos économies. Et puis là, les mythes à déboulonner sur le capitalisme. Là. Beaucoup de gens disent, ah non, ça c'est du communisme si on se met à contrôler. Mais est-ce que ce n'est pas justement la recherche du profit à tout prix qui détruit l'environnement et qui nous empêche de nous en tirer après 26 conférences cadres de l'ONU? Ben oui, ça, c'est assez évident. Là. Il y a il y a des régulations qui sont pas assez fortes, des contrôles qui ne peuvent pas s'exercer. Il y a un appétit pour une prise de profit rapide. Je pense que c'est des mots de notre époque. Puis, on essaie de trouver des solutions, on essaie de freiner ça, mais il y a encore une inertie du système qui, malheureusement, fait que ça ne se réglera pas en un an ou deux. Je pense qu'il faut, dans ce contexte-là, il faut être réaliste, mais aussi optimiste. Donc, il faut être réaliste que s'il y en a encore, puis c'est le discours qui va être dominant pour encore quelques années, mais optimiste de voir une nouvelle génération qui monte où l'environnement est sinon le facteur principal là, qui anime leur vote, leurs actions, les métiers qu'ils veulent entreprendre. Donc, je pense que nous sommes dans une transition. La transition, elle est amorcée, transition écologique, énergétique. La seule question qu'on doit se poser à l'heure actuelle, c'est la rapidité de cette transition-là qu'on sera capable d'effectuer. Est-ce que c'est une transition qui s'opérera sur une décennie ou sur 50 ans? Et dépendamment de cette rapidité-là, bien, on aura des conséquences, on vivra des impacts. Peut-être pas nous, mais ben oui, parce qu'on en voit déjà des impacts des changements climatiques, mais ceux qui sont en première ligne, ce seront vraiment les générations futures là, qui vivront dans un climat totalement changé si on n'est pas capable de la réaliser rapidement, cette transition. Oui, clairement. Est-ce qu'il y a des pays qui vous inspirent, la Norvège peut-être? Oui, là, je pense que le leadership européen a toujours été quand même assez présent là, pour la question climatique. Il n'y a pas, disons, un pays parfait parce que des fois, on met sur pied de bonnes initiatives, mais de l'autre côté, ce n'est pas idéal non plus. C'est peut-être le, le défaut de la qualité de la lutte au changement climatique, c'est que ça a pris tellement tout le devant de la scène qu'aujourd'hui, on a de la difficulté à parler de comment résorber la crise de la biodiversité, comment s'attaquer aux problèmes de pollution systémique, comment faire de la bonne gestion de ressources naturelles. Donc, même des pays qui sont des chefs de file dans la lutte au changement climatique, des fois, dans leur profil environnemental, ce n'est pas parfait. Là. Il y a une étude qui a été publiée cette semaine là, dans Nature Sustainability sur le profil de chacun des pays dans l'idée de respecter les capacités de la biosphère. Donc, un portrait un peu plus large que les changements climatiques qui s'intéresse à tout ça. Et aucun des pays ne vit dans les limites des capacités de production et d'absorption de notre planète, sauf peut-être le Costa Rica qui s'y approche le plus fortement, pays qui a protégé près de 40 de son territoire. Donc, je pense tout le monde a des devoirs à faire en la matière environnementale. Ouais, je ne pense pas que déménager sur Mars comme Elon Musk le prône serait la solution. Qu'est-ce qu'on peut dire si on regarde vraiment à l'échelle micro du Québec, à Montréal, ici? Ce sont les systèmes. C'est votre étude, ça, de 2015. Oui, mais c'est toujours l'idée des services écosystémiques, puis dans l'idée de créer un débat, développer des argumentaires, des indicateurs. Là, on a mesuré la contribution des écosystèmes à la qualité de vie des habitants de la région et plus largement aussi dans l'idée de régulation du climat global. Et avec notre outillage et nos méthodes d'économie écologique, là, on a montré que sur 11 services qui sont fournis par les écosystèmes, eh bien, ces services-là ont une valeur annuelle de près de 2,2 milliards de dollars. Et ce que ça veut dire, c'est que on reçoit des bénéfices naturels gratuitement et pour sécuriser ces services-là, il faut se doter de politiques d'aménagement qui vont les sécuriser. Et si on ne profitait pas de ces services-là, à bien des égards, il faudrait les remplacer par des infrastructures humaines, des infrastructures grises qui auraient des coûts économiques. C'est la ville de New York, d'ailleurs, qui avait dit on va protéger
et agrandir, en fait, le couvert vert et bleu pour économiser des millions ou sinon des milliards sur des égouts, entre autres, hein. Oui, c'est l'exemple classique là, du bassin versant des Catskills. Et la ville de New York avait une problématique avec la qualité de son eau. Et elle avait deux options là, qui s'offraient devant elle. Là, on est à peu près au milieu des années 90. Et c'était soit d'augmenter les capacités filtrantes de son usine de traitement d'eau, je pense que c'est autour d'un demi-milliard de dollars, pour l'eau ou potable. d'aller, oui, puis ou sinon, l'autre option était d'aller restaurer le bassin versant en travaillant avec des agriculteurs pour mettre en place des pratiques agro-environnementales. Mhm. Et donc, c'est la deuxième option qui a été choisie. Elle était moins onéreuse, elle génère des co-bénéfices aussi. Et donc, par la mise en place d'un fonds et de l'accompagnement, on a pu restaurer une capacité filtrante là, des écosystèmes du bassin versant. Alors, est-ce qu'il y a des villes ou régions ou gestes provinciaux, modèles qui se posent dans ce sens au Québec? Oui, il y a quelques initiatives. On appelle ça des programmes de paiement pour services écosystémiques, là, où il y a des formes de dynamique qui s'organisent entre des institutions, des organismes ou des individus qui veulent rétribuer des agriculteurs, des forestiers pour améliorer la qualité de l'environnement. Cet exemple des Catskills, il est à une plus petite échelle applicable à la ville de Granby, où on a protégé là, le bassin versant pour sécuriser là, la qualité de l'eau au lac Boivin, qui est une des sources d'eau de la ville. Donc, il y a des exemples comme ça qui se font, qui sont à l'échelle de la province, avec, par exemple, le nouveau plan pour une agriculture durable, ou à des échelles très locales, comme cet exemple-là, ou encore une initiative qui s'appelle ALUS en Montérégie, où des agriculteurs se mettent ensemble pour faire des projets positifs pour l'environnement et se font dédommager là, par ce programme. Tant mieux. C'est un bon exemple à suivre. Moi, j'ai grandi en banlieue ouest de Montréal, proche du lac Saint-Louis, avec des grands ormes qu'on a dû couper malheureusement. Mais j'ai été surpris d'apprendre que dans les villes, il y a des enfants qui n'ont jamais vu d'arbres de leur vie. Ici, à Montréal, par exemple, on a une démarcation le long du boulevard de l'Acadie. Oui, ça c'est en fait c'est une image qu'on utilise souvent pour montrer que la forêt aussi est un reflet des inégalités sociales. Et dans une étude qu'on a réalisée, là, qui a été menée par Félix Lorrain-Landry, là, un étudiant au doctorat, eh bien, lui, il a montré justement, il a fait des relations entre le couvert végétal de 4 grandes régions métropolitaines du Canada, là, Toronto, Ottawa, Gatineau, Montréal et Québec, et montré très clairement qu'on a des facteurs de vulnérabilité sociale qui sont clairement reliés à la quantité et la qualité des forêts. Donc, dans des quartiers plus pauvres, bon, ça, c'est le petit tableau statistique derrière, mais effectivement, là, si vous voyez ce qui est en jaune, là, bon, ben, plus on a un revenu élevé, plus on est dans des quartiers là, qui sont avec des gens retraités en moyen, bien, plus on est dans des quartiers qui sont verts, soit un couvert végétal ou des quartiers qui sont arborescents. Et de l'autre côté, quand on est des nouveaux arrivants, des personnes avec des moins bons revenus, des locataires, densité de population, bon, on est dans des environnements qui sont moins verts, avec les effets environnementaux qui peuvent s'y accompagner, comme par exemple plus d'îlots de chaleur, moins bonne qualité de l'air, moins d'offres récréatives là, dans les parcs. Et ça a été montré de façon récurrente là, pour ces 4 régions métropolitaines. Donc, ça nous amène quand même à proposer des recommandations d'intervention pour les villes en disant, bien, il faut, oui, ramener l'arbre en ville, mais il y a peut-être des secteurs qui seraient à prioriser pour justement ramener cet enjeu d'éthique et d'équité dans l'aménagement des forêts urbaines. Et ça peut avoir énormément d'impact socio-économique, même, j'imagine, sur la délinquance, des choses comme ça, la santé mentale. Oui, bien, il y a beaucoup de recherches là, qui ont montré ça, là, que des quartiers verts, des villes vertes ont des effets très positifs pour la santé cardio-respiratoire, la santé mentale. Donc, oui, c'est clairement démontré. Et, je pense qu'à bien des égards, là, vous disiez autant au niveau économique qu'au niveau sanitaire, là, il y a beaucoup de bénéfices à ça. Mhm. J'aimerais bien recevoir d'ailleurs, s'il vous plaît, cette étude-là et si possible, même une image haute résolution de cette diapo
très, très éloquentes. Il nous en reste seulement quelques-unes. Ici, on a besoin de corridors verts et bleus pour les humains, mais pour les animaux aussi. À Montréal, l'indice est assez faible. Oui, ben, quand on parle de protection de la biodiversité, évidemment, on veut protéger les habitats où les espèces vivent, s'alimentent, se reproduisent. Mais un autre caractère qui est très, très important, c'est la façon dont ces habitats-là sont interconnectés, donc qui permettent à la faune, la flore de circuler dans un territoire. Et ça, c'est une étude qu'on a publiée il y a 5 ans où on a évalué la dynamique de la connectivité écologique dans les quelques 50 dernières années à Montréal. Et on a montré qu'on avait perdu 80 de la connectivité écologique due à l'étalement urbain, la fragmentation du territoire. Donc, c'est un impact direct, réel et important sur la biodiversité de la région. Mm-hmm. Et j'ai vu que vous avez mis c'est quoi, des tunnels sur les autoroutes pour que les chevreuils et les autres animaux puissent circuler. Ça a des impacts concrets. Ah oui, ben ça, c'est une façon d'essayer de reconnecter le paysage, hein, des passages fauniques. On peut, là encore, la première chose à faire, c'est de ne pas impacter le territoire, donc d'aller protéger ce qui nous reste de milieux naturels, de ne pas les fragmenter. Mais ensuite, il y a aussi un agenda sur la restauration, sur l'aménagement qu'on peut mettre en place. Et dans ce profil-là, ben, il y a plusieurs types d'aménagements qu'on peut utiliser pour reconnecter notre paysage. Mm-hmm. Alors, je vais mettre l'hyperlien vers la présentation que vous avez faite l'année dernière là, avec la capsule vidéo. Et ben, en conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez dire tant à nos citoyens et qu'à nos élus et à nos leaders de l'industrie quant aux années? Vous n'êtes pas climatologue, évidemment, mais on s'attend vraiment à des impacts assez ardus au cours des prochaines années. Oui, mais la science, elle est très, très claire et c'est le message que je porte, puis c'est le message des grandes organisations internationales et des scientifiques, c'est qu'on on est dans vraiment une urgence là, des crises environnementales. Je reviens encore sur l'idée des changements climatiques, de la crise de la biodiversité, mais il y en a d'autres également. Donc, on a vraiment des pratiques qui ne sont pas durables et il faut revoir ça. Donc, je pense que là, il n'y a pas de solution unique. Il faut vraiment, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est une action individuelle qui est très importante dans les choses qu'on fait, dans les messages qu'on passe, dans ce qu'on véhicule, dans ce qu'on communique et jusqu'à des rencontres de dirigeants dans les COP. C'est le défi de l'humanité au 21e siècle. Donc, je crois que ça doit se répercuter dans toutes les sphères de la société. Je suis quand même, malgré tout, optimiste parce qu'on en parle, à chaque année, on en parle plus, puis il y a une demande sociale pour des gestes forts, un engagement. On l'a vu au Québec avec la vague environnementale qui s'est invitée dans les élections municipales. Beaucoup de gens élus qui ont des agendas très audacieux en environnement. Donc, je pense qu'il faut, c'est encourageant. faut se tourner vers l'espoir. Il faut se dire que, bien sûr, il y aura des impacts. On est dans une perspective d'adaptation quand même. Mm-hmm. Mais il faut se retrousser les manches puis faire tout ce qu'on peut chacun de notre côté. Mm-hmm. Et si je parlais à l'artiste qu'on veut tutoyer, qui souvent on accuse les artistes d'exagérer en parlant du dernier humain de la Terre, on n'est pas encore rendu là. Mais est-ce qu'il y aurait une parole dans vos chansons, une parole d'espoir, d'amour que Jérôme aimerait partager avec nos auditeurs cet après-midi? Oui, ben, c'est peut-être un titre de chanson, Les étoiles filantes. Je pense que devant le grand cycle de la vie, il faut être humble un petit peu, hein, se rendre compte qu'on est ici de passage. Et quand on considère ça, ben, on voit qu'on est un peu des vecteurs de valeurs, on est des vecteurs de transmission de ces valeurs-là envers les générations futures et ça nous responsabilise. Donc, voilà, nous sommes de petites étoiles filantes qui passons sur cette baie bleue sur la Terre. Donc, profitons-en et pensons à ceux qui nous suivront aussi. Jérôme Duprat, professeur agrégé au département de sciences naturelles à l'Université du Québec en Outaouais et bassiste extraordinaire qui fait une très bonne imitation de Pete Townsend lorsqu'il saute sur une scène.
Merci beaucoup d'avoir partagé ces connaissances et cette sagesse avec nous cet après-midi. Mais ça me fait grand plaisir.